Donc de la même manière, sur la base des agrégats, est désigné, appliqué un nom comme le soi, donc la désignation de soi, sur cette base donc des agrégats psychophysiques. Mais tenanshi quand c'était pour d'asil l'antenne ngate donc ce moi qui est désigné sur la base des agrégats ne peut exister que en dépendance donc, des agrégats qui sont sa base de désignation et en dépendance de la dénomination, de la désignation, donc du concept de la conscience qui applique cette désignation sur la base de désignation. Et de la même manière que l'image reflétée dans le miroir n'existe qu'en dépendance donc, du miroir et de ce qui est reflété dans ce miroir, donc de la même manière, donc le je, le moi, n'existe pas en dehors de cette dépendance à l'égard des agrégats qui sont la base de désignation et donc de la désignation et du concept de la conscience qui applique cette désignation à la base de désignation. Donc, nous comprenons tous, bien sûr, que l'image qui est reflétée dans le miroir n'existe pas en elle-même, d'elle-même, de son propre côté. Cela, nous n'avons pas de mal à comprendre. Donc, nous comprenons aisément que cela n'existe pas tel que cela nous apparaît. Donc, bien que cela apparaît comme une image existante de son côté, nous savons très bien qu'elle n'existe pas ainsi. Et de même que les images que nous voyons sur l'écran de télévision, nous savons très bien que ce n'est pas réellement la personne ou le paysage, etc., que nous voyons, qui se trouve réellement dans l'écran de télévision. Donc, il en va de même du moi et de tous les phénomènes, bien qu'ils nous apparaissent comme existants de leur propre côté, indépendamment. En réalité, ils n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent. De la même manière que, par exemple, l'image de notre visage reflétée dans le miroir nous apparaît comme existant de son propre côté, mais elle n'existe pas telle qu'elle nous apparaît, elle n'existe pas en tant que ce qui s'établit de soi-même, comme quelque chose s'établissant de soi-même dans le miroir. Donc cela nous le percevons aisément, mais il en va de même du moi et de tous les phénomènes qui nous apparaissent comme s'établissant d'eux-mêmes de leur propre côté, mais qui n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent. Et puis, ça, c'est un élément donc il est dit donc ensuite donc bien que donc
Bien, pardon. Donc, tout comme l'image reflétée donc, dans le miroir n'apparaît pas sans dépendre du miroir, c'est entier. Donc, il en va de même donc du moi, du moi qui ne peut pas exister sans dépendre des agrégats et donc qui est totalement dépendant des agrégats. Donc, ainsi, là, donc, ainsi comme le raisonnement, comme la proposition logique qui permet d'établir valablement le non-soi, est énoncé de la manière suivante. Datant pour hein? D'embar ma jupte, et donc, la proposition logique est énoncée ainsi. Donc, le soi et les agrégats, qui est le sujet, donc la proposition, il n'existe pas de manière inhérente, ou comme en soi, comme s'établissant de même, pour la raison qu'ils sont qu'ils existent en dépendance, on peut dire aussi comme qu'ils sont production interdépendante, de la même manière que l'image reflétée dans le miroir. Donc, cela, attends, je finis ma phrase. Donc, cela est la manière dont la proposition logique ou comme le raisonnement parfait qui permet d'établir donc le non-soi. Et la question qui va se poser à ce moment-là, c'est de dire, mais comment être sûr qu'on n'est pas dans le nihilisme, c'est-à-dire, en fait, rien n'existe, parce qu'on en est là-dessus. Oui, là, on en est là-dessus pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça existe pour l'instant. Donc il est important à ce moment-là de bien faire la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc ce qui n'existe pas, c'est un soi comme établi de lui-même, indépendamment des agrégats, indépendamment d'une désignation appliquée aux agrégats. Donc ça c'est, disons, le côté de la non-existence, mais ce qui existe, c'est un je qui existe comme en dépendance par désignation sur la base des agrégats. Et ce je existe, il existe conventionnellement en tant que désignation. Ah oui, c'était pas ça ma question. Non, la question c'était de dire, si on s'aperçoit qu'au niveau des agrégats, donc il n'y a pas véritablement une véritable existence ultime, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a une existence ultime? C'était ça la question. J'ai bien compris tout le reste. Mais une fois alors, attends, le problème c'est que au niveau de la... Tu entends? Très bien. Ton idée, parce qu'il y a, je crois comprendre ta question, il y a un problème de vocabulaire aussi. Donc, tu entends? Tundam Juba, mais il ne Tundam Demba, Yoara.
Tön Damba Duba Me. Ouais. C'est dans Tön Damba Yore. C'est dans Tiglayan si tu Karale. Donc, c'est ça. Donc, il y a effectivement une subtilité dans la terminologie qui peut prêter à confusion. Donc, il y a une vérité ultime des phénomènes qui est leur absence d'existence inhérente, leur absence d'existence indépendante établie d'eux-mêmes. Et lorsqu'il est dit, mais donc cette vérité ultime existe, mais au niveau donc vraiment du vocabulaire, donc qui est donc cette vérité ultime en tibétain qui est Tön Damba, et mais également il est dit que au niveau vraiment de la terminologie, les phénomènes n'existent pas ultimement, au sens de ils n'existent pas comme de manière absolue, et que si on recherche comme quelque chose qui supporte l'existence des phénomènes, ultimement, à ce moment-là, comme des phénomènes indépendants, s'établissant d'eux-mêmes, à ce moment-là, il n'y a rien qui existe de cette manière. Ça veut donc dire que pour véritablement réaliser la vacuité du soi, on ne peut le réaliser que par soi-même lorsqu'on arrive à cette réalisation, mais qu'en fait, on ne peut pas l'expliquer d'une certaine façon par des définitions, puisque je vois bien on n'arrive pas à l'expliquer par une phrase ou une définition. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est ça. Pardon. Tony Toyate, moi, quand Nyamyon qui sonne en Togore Matoyan, Siksamian, Hakoya, c'est Hakoya, mais pas de malheur. C'est une tête que la caméra. On a depuis ça, on a une samani jora. C'est le pour un peu de ça coûte dans le ciel. Donc, effectivement, au départ, bien sûr, pour pouvoir arriver à comprendre la vacuité de non-soi, on est obligé de comprendre, disons, par les mots, d'une certaine manière, de comprendre ce dont il s'agit, de donner un certain nombre d'exemples. On a remarqué qu'il y a toujours beaucoup d'exemples qui sont donnés, car ces exemples nous aident beaucoup à comprendre cela. Mais finalement, effectivement, cela ne peut être vraiment compris que par l'expérience personnelle. C'est comme si, à quelqu'un qui n'aurait jamais fait l'expérience de ce qu'est le goût sucré, et qu'on lui montre de la canne à sucre, et l'on dit c'est très bon, c'est sucré, et qu'on essaye de décrire ce qu'est le goût sucré à quelqu'un qui n'en a jamais fait l'expérience, on ne peut pas vraiment lui permettre d'approcher ce que peut être cette expérience du goût sucré. Donc, par exemple, Geshe me demande notre avis. Si nous devons expliquer à quelqu'un qui n'a jamais mangé quelque chose de sucré, que nous devons lui expliquer ce que c'est le goût sucré, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ouais. Comment on dit que c'est des goûts, c'est pas salé, c'est pas acide, c'est pas amer. Donc effectivement, on dit qu'on peut en quelque sorte comme contourner la chose, approcher d'une certaine manière, mais on ne peut pas vraiment aller à l'explication vraiment qui va faire vraiment comprendre ce dont il s'agit. Donc, de la même manière, donc par les explications qui sont données, on fait en quelque sorte faire une certaine approche qui permette d'en avoir une certaine idée jusqu'à ce que l'on puisse vraiment faire l'expérience. Bien sûr, donc, lorsque comme on nous dit, donc effectivement, tous les phénomènes n'existent pas en eux-mêmes de leur propre côté, tels qu'ils nous apparaissent, tels que nous les appréhendons, et qu'en fait, ils sont seulement
une imputation, une application d'un nom et d'un concept, et finalement, effectivement, cela est difficile pour nous à appréhender. Il y en a qui disait, en fait, c'est au-delà de tout concept, au-delà de toute définition, on ne peut pas le définir par ce que c'est, et on ne peut même pas le définir par ce que ce n'est pas. Il nous définissait comme ça, si on veut pas dire, à péché là pour une façon d'explication. Cercetăm tunise tăiam că de YouTube mai te de ca la te de eu mai asta YouTube ne tăiam te siki când siktam ki tan mâne când eu mâne când eu mare te tot siktam ki te când to bacheia care covore da Hadi de c'est ma question. Oui, c'est une question. Tout à l'heure, j'ai écrit, alors peut-être je me suis trompée dans ce que j'ai écrit, je vais juste vérifier. J'ai écrit, tout comme une image reflétée dans le miroir, on n'apparaît pas sans le miroir. Il en va de même du moi qui ne peut exister sans dépendre des agrégats. À ce moment-là, on compare le miroir aux agrégats. On compare les agrégats au miroir. C'est ce qui reflète le moi. Donne l'image du moi. Oui, je vais traduire. Et du coup, ma question c'était, est-ce que les agrégats, le miroir, il existe Oui, l'image qui est dedans qui n'existe pas. Alors, elle n'existe pas en tant que notre visage. Voilà, elle n'existe pas en tant que notre visage. Oui. Voilà. Mais le miroir existe réellement. Là, on peut reculer à l'infini aussi. Bon, enfin, vas-y, continue, vas-y, pose la question, pardon. Est-ce que le miroir existe réellement, mais est-ce que les agrégats, qui se comparent au miroir, existent réellement pour pouvoir renvoyer une image de notre visage, enfin, une image du moi, quoi. Donc, comme Gisela l'a brièvement évoqué, l'analogie avec le miroir est donnée parce que pour nous, c'est quelque chose de facile à comprendre. Nous percevons aisément que notre visage, que c'est l'image de notre visage dans le miroir, que ce n'est pas vraiment notre visage. Mais donc, effectivement, donc, de la même manière, donc, le moi est désigné en dépendance donc, des agrégats, et il n'existe pas comme de lui-même, de son propre côté, s'établissant de lui-même. Mais le miroir, lui non plus, n'existe pas de lui-même en toute indépendance, comme s'établissant de son propre côté en tant que miroir. Et de même que nos agrégats également ne s'établissent pas d'eux-mêmes en toute indépendance, sans dépendre d'une base de désignation. Donc par exemple, nous acceptons tous le fait qu'une voiture, ça existe. Mais est-ce qu'il existe une voiture qui ne serait pas dépendante du moteur, des roues, etc. Là. Donc, là. Donc existe-t-il une voiture capable d'établir d'elle-même son existence en toute indépendance? Non. Donc, de la même manière, le moi existe, donc il n'est pas du tout question ici de nier l'existence du moi,
mais nous appréhendons le moi comme un moi existant comme de lui-même en toute indépendance, qui ne dépendrait pas donc des agrégats psychophysiques comme quelque chose qui s'établit de soi-même, et donc un tel moi n'existe pas. Ouais, il y a encore du travail. Et donc, il est expliqué dans la suite du texte donc, que la réalisation de la vacuité est la cause de la libération. Et donc, à ce propos, donc, dans le texte, il est dit donc quand Ananda, donc, qui était un disciple du Bouddha, donc comme il est dit précisément Arya Ananda, Arya qui suit comme un être donc, supérieur, qui a atteint donc, la réalisation directe de la vacuité. Et donc, lorsque Ananda parvint à une telle compréhension, c'est-à-dire à cette compréhension vraiment de la vacuité, il est dit littéralement, donc il obtint comme l'œil du Dharma, donc il obtint donc cette claire perception donc de la vacuité, et ayant atteint donc cette réalisation de la vacuité, il l'enseigna donc aux autres bhikshus à maintes reprises, donc encore et encore, de maintes fois, il l'enseigna à d'autres bhikshus, qui grâce à cela parvinrent à la libération des cycles des Teradunki yante kana deniki den kana tombaniki chesone et donc non seulement donc cela, mais également donc lorsque le Bouddha enseigna de manière générale donc les quatre vérités, les quatre nobles vérités, et donc en particulier tout ce qui concerne donc la nature ultime, la vacuité, grâce à cet enseignement, de nombreux disciples du Bouddha ont atteint la totale libération des cycles des existences. Et également donc à la suite du Bouddha, ceux qui ont été comme en quelque sorte comme les 7 grands successeurs du Bouddha, qui à leur tour donc ont prodigué de tels enseignements, de nombreux êtres ont atteint également la libération. Il y a Teradunki quand était Tony Sumbatela Tenay, quand ça mon voyant, ça t'a pas de toral, hein?
Donc, ici la demande, est-ce qu'il s'arrête là ou est-ce qu'il continue? Et est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de réalisation de la vacuité? Parce qu'on dit que quand on réalise la vacuité, on obtient la libération aussi que des existences. Mais est-ce que c'est dès la première perception de la vacuité qu'on l'obtient? Ou est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de réalisation de la vacuité qui, à un moment donné, fait qu'on le réalise totalement? 돈이 더 받아 지도 근데 달 백주 그러잖아 달 칸에 지도 양 지도 다 되지 시티요 돈이 더 나요 달 받도기를 시티요 근데 돈이 더요 짐바 민다와 근데 여러 chen 돈이 더 받다가 돈 받다가 양 달 받도기를 그는 다 타버터 벌을 때 돈이 돈 또가 더 돈이 많아 맞아요 그는 이제 가는 다서 타버터 얘기 받는 전화 소나들이 이제 주지요라. 그래서 이제 소나이 이제 주지 소나들이라. 다 계획이 돈이 단 전화제. 돈이 되지 그래서 돈을 거쳐 전화제. 그렇죠. 전화제. 제가 당신 무슨 일 통화 말이지. 전혀 통화. 아무리 지사서. 이렇게 왕하는 Donc, si l'on prend le cas de la voie du petit véhicule, donc par exemple de la voie des Travakaras, donc des auditeurs, donc ceux qui vont rechercher seulement la libération du cycle des existences, le développement du renoncement, d'un véritable renoncement, donc qu'il soit vraiment non artificiel, quelque chose qui devienne vraiment, qui soit totalement naturel, qui apparaît spontanément à l'esprit, par cette production du renoncement, ils entrent sur le premier des 5 chemins, qui est le chemin de l'accumulation. Donc, ils vont à ce moment-là, bien sûr, méditer sur la vacuité, arriver à un premier niveau de compréhension de la vacuité, qui est donc, à ces stades, c'est toujours un niveau de compréhension qu'on appelle comme une compréhension qui est comme représentative, c'est-à-dire qu'il n'est pas une compréhension directe, mais qui se produit par l'intermédiaire d'une image mentale. Et donc il va progresser sur le chemin jusqu'à atteindre le deuxième des 5 chemins, qui est le chemin de la préparation. Et à ce niveau toujours, donc il progresse bien sûr en quelque sorte dans sa perception, sa compréhension de la vacuité, mais à ce moment-là, il n'a toujours pas une perception directe de la vacuité, c'est toujours une perception, comme on appelle aussi comme conceptuelle ou représentative de la vacuité, qui se produit avec comme l'intermédiaire de ce qu'on appelle une image mentale et qui n'est pas donc une perception vraiment directe où la vacuité apparaîtrait de manière totalement évidente et claire. Et donc, ce chemin de la préparation, donc qui est appelé chemin de la préparation par rapport justement au chemin de la vision, en fait, il prépare à l'accession au chemin de la vision. Ce chemin de la préparation est subdivisé en 4 niveaux qui sont appelés chaleur, sommet, patience et suprême dharma. Voilà. Et donc, lorsque le niveau de suprême dharma est appelé donc suprême dans la mesure où c'est ce que l'on appelle comme le niveau le plus élevé des chemins qu'on appelle mondains, c'est-à-dire des chemins des êtres qui ne sont pas encore des Aryas, qui n'ont pas encore atteint le chemin de la vision. Néanmoins, donc c'est comme le niveau le plus élevé de ces chemins mondains. Et une fois que donc ce pratiquant a atteint ce chemin, ce niveau du chemin de la préparation qui est donc le suprême dharma, à l'instant immédiatement suivant, il va atteindre la réalisation directe de la vacuité qui va le faire entrer instantanément sur le chemin de la vision. Donc à ce moment-là, il n'est plus sur un chemin qu'on appelle mondain, mais il devient un arya, c'est-à-dire un être supérieur. Et il parvient alors à la
il a donc acquis à ce moment-là la perception directe de la vacuité, qui n'est plus une perception conceptuelle, représentative, qui ne se produit plus à l'intermédiaire d'une image mentale, mais qu'il perçoit vraiment avec une totale évidence, une totale clarté. Et donc à ce moment-là, Tadikchundaki Nyembo, Nyemboje. Et donc, à ce moment-là, donc, il met Tata Panyoma, Tata Panyoma. Et donc à ce moment-là, il met en œuvre l'antidote à la saisie du soi spéculative. Et ici, lorsqu'il est dit qu'il met en œuvre, qu'est-ce que j'ai fait en lapsus ? Il met en œuvre, oui c'est ça, l'antidote à la saisie du soi spéculative, de telle sorte que par la force de cet antidote, il va arriver à un moment où cette saisie du soi spéculatif, c'est-à-dire qui n'est pas la saisie du soi inné, mais qui est issue, donc, par exemple, de l'attachement à certains systèmes philosophiques, à certaines conceptions philosophiques, etc., il va arriver à un moment où, par l'application de cet antidote, cette saisie du soi spéculative va être définitivement éliminée, de telle sorte qu'elle ne pourra plus se reproduire. Donc, ainsi, à un premier stade, il est sur ce qu'on appelle donc des terminologies un peu compliquées, donc le chemin sans interruption du chemin de la vision, où il met en œuvre donc l'antidote à cette saisie spéculative du soi. Et lorsqu'il atteint le niveau, il passe ensuite au niveau de la, disons comme du chemin de totale libération du chemin de la vision. À ce moment-là, par la force de l'application de l'antidote qui a été mise en œuvre précédemment, il arrive à la totale élimination définitive de cette saisie du soi spéculative. Dans les médias, il y aura des et donc, il reste encore à ce moment-là à éliminer donc, la saisie du soi inné, qui est éliminée en quelque sorte par strates successives, par niveaux successifs, et cela va être réalisé durant le chemin de la vision, où tous les niveaux de plus en plus subtils de cette saisie innée vont être éliminés. La saisie du soi, bien sûr. Donc, finalement, Michela pense qu'elle va s'arrêter là. Donc, si vous avez peut-être encore des questions. Oui. Tout à l'heure, Michela a parlé de la peur, finalement, qu'on peut avoir de cette réalisation de la vacuité du soi par rapport au fait du vide. On voulait savoir si en fait il n'y a pas des problèmes de traduction et finalement on pourrait penser que ce vide, c'est au contraire une plénitude, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui peut faire qu'on ait aussi moins peur, c'est de savoir que c'est notre véritable nature. Ce qui fait que ces deux aspects peuvent permettre d'avoir moins peur sur la pratique. Attends, je comprends bien, j'ai pas bien compris la première partie. La première question, c'est qu'en fait, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Actuellement, on est dans un mode moi je, on possède des choses, etc. Et puis d'un seul coup, il va falloir réaliser la vacuité, c'est-à-dire quelque chose qui
présenté comme quelque chose de vide, d'une certaine façon. Donc, je comprends très bien ce que ça veut dire. Non, on parle souvent de vacuité justement pour éviter la confusion avec un simple vide. Hein, oui, bon, parce que la vacuité, c'est pas le vide de n'importe quoi. Oui. La question que je me posais par rapport aux inquiétudes dont parlait Michel tout à l'heure, c'est que, est-ce que en fait cette vacuité ne pourrait pas plutôt être traduite par une plénitude, parce que ça fait moins peur que de dire d'un seul coup, non, il n'y a plus rien. Non, il y a quand même une plénitude, et deuxième chose, c'est notre véritable nature. Parce que les deux aspects font moins peur sur la pratique. Alors, bon, je vais bien sûr traduire ta question, mais en tibétain et en sanskrit, c'est vraiment le mot vide. Donc, c'est pas... Voilà, donc, bon. Peut-être dans là, c'est peut-être chiba, c'est d'ailleurs. Tony qui, quand dame, voilà, c'est côté, hein, travail qui est là. C'est dans, on a tout, tomba, c'est tu, mais c'est nata, on a tout ça. Sigi, l'absence de la tenue, ça tomba ton cœur, non, si ça me t'en a, travail, c'est tomba mare kanwa le mare kutte da wote de ci la che ane c'est dans tendenci lamna ani tagi mare ma via che ya tende yo mare ani ne pas yuvate te hakone ani te tu tagi mare ma jambu jobo yo mare tanjita yue di shi yo tani di yue da so no pi yo jin tai mo jambu ma de yue a ja ani tombate ya c'est dans tombate mare j'en chine qui doit tombate donc il est important de comprendre que lorsqu'on perçoit le non-soi, donc la vacuité, donc d'une part, cette vacuité, ce n'est pas le vide de n'importe quoi, mais c'est le vide d'existence inhérente, d'existence en soi. Donc, et lorsque l'on, c'est pas un vide total, absolu, c'est une absence, on pourrait dire aussi, si peut-être pour toi c'est plus tard, une absence d'existence, l'absence d'existence en soi inhérente du jeu. Et donc, en quelque sorte, cette absence d'existence inhérente en soi, ou cette vacuité, ce vide d'existence en soi, il implique l'existence par simple désignation. Donc, d'une part, il y a une facette de non-existence, effectivement, mais l'autre facette, c'est justement l'existence en dépendance, l'existence par désignation. Avoir une précision par rapport à l'absence de quand le Geshe-la donne une définition, enfin un type de définition, le mot on peut essayer de comprendre, mais au niveau du quotidien, il faut savoir comment on peut essayer de progresser, que notre esprit cette compréhension qui peut nous permettre en termes de travail psychique d'approcher ça. C'est vrai. Tada Geshe-la tumba de toladene ngato jajin to hakutu geje ine ngato Geshe tuya te toladene chetanga tu nintar ki lega che paratu do de tuya te to ti ngato dos koya de tu kanes penju chetu geje mite ke vejin la ton Quand dos hakoya de tu kanes penju chetu geje c'est dans ngato benata samlo tonton ngato chetan message inglayan samlo tonton teto ngato kandet teto nyamlen kandet teto je kana bale otan to ti na ji me sa ba na ni ti da me to yo de na san san wa ni
Donc, de manière générale, donc, si nous consacrons un certain nombre de méditations sur l'impermanence et donc sur les réflexions sur la vacuité, même si nous ne parvenons pas vraiment à la réalisation de la vacuité, néanmoins, cela va avoir un impact très important sur notre manière de vivre le quotidien. Pardon. En particulier, si nous arrivons donc à percevoir le fait que les phénomènes n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent, que nous avons déjà une certaine notion de cela, et donc la compréhension du fait que les choses, les phénomènes n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent, déjà cela va nous amener une beaucoup plus grande tranquillité d'esprit, beaucoup plus de paix et moins de problèmes. De manière générale, comme nous avons cette très forte saisie du soi, nous sommes très très fortement attachés à cette manière d'appréhender le soi avec beaucoup de force, comme quelque chose qui existe de soi-même, comme s'établissement donc très puissamment. À partir de cette saisie du soi, finalement, nous rencontrons toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Mais si nous arrivons à voir d'une certaine manière que le moi, le soi n'existe pas tel que nous l'appréhendons habituellement, et que nous arrivons à voir beaucoup plus tous les phénomènes et tout ce qui se produit comme à la manière, par exemple, de l'écho qui nous revient, donc l'écho d'un son, ou à la manière de ce qui est illusoire, qui n'existe pas concrètement, réellement, tel que nous l'appréhendons, etc. À ce moment-là, tous nos problèmes, nos difficultés habituelles vont se trouver considérablement réduits. Et donc, il nous sera vraiment d'une grande aide, extrêmement bénéfique, si nous arrivons à faire apparaître en nous la conviction du fait que tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, en fin de compte, s'enracinent dans l'ignorance qui saisit l'existence en soi. Donc si nous arrivons vraiment à intégrer cela en notre esprit, cela va considérablement transformer notre manière habituelle d'appréhender les choses. Est-ce qu'on peut considérer que finalement tout le jeu des constructions mentales qui crée la souffrance, sans aucune construction mentale, est finalement dans un état malheureux finalement? Est-ce qu'on peut considérer toutes les constructions mentales et que c'est ça qui crée la souffrance? À travers l'orgueil, à travers le désir attachement. Justement, parce que tout dépend de ce que tu appelles le construction mentale. À travers, effectivement, le ressenti, à travers l'orgueil, le désir attachement, la jalousie, la colère, la haine. Donc on fait des constructions mentales qui obligatoirement nous amènent. Oui, donc tu parles. Oui, d'accord. Oui. Si on arrive à ne faire aucune construction mentale, on va simplement d'accord.
Donc, tu parles à ce moment-là, pour bien comprendre, tu parles des constructions mentales qui sont issues à la base des facteurs perturbateurs de l'esprit. Parce que, bon, faut, tu vois, il faut vraiment savoir de quoi tu parles, quoi. Donc, c'est à partir de... Voilà. Donc, et donc... si on avait cette capacité à vraiment les apaiser de façon plus efficace, très certainement, je sais pas comment dire, est-ce qu'effectivement il resterait l'esprit apaisé? Alors, je suis obligée de te pousser plus loin dans ta question, parce que si tu dis, bon, les constructions mentales, mais si on laisse les facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont à la base des constructions mentales, est-ce que ta question revient à dire que si on stoppe les constructions mentales, même si on n'a pas vraiment touché aux facteurs perturbateurs de l'esprit, est-ce que ça va? Voilà, c'est quand même ça le fond de ta question. D'accord, ok, d'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça se fait en une fois. Donc ça va faire par un certain nombre d'étapes. Une étape par exemple. Pana nyumo la tenayo nato namto mambote kegi yore ani tito ngato neka ngato lamtan tena nyumo tito yan mais pas tout mal ani neka nyumo la tena namto tito yan makeya kitab chena tito yan to celui yon ya tene donc moi non to la bonne tout c'est ça me prend du roca ça non to la bonne roca aso tagi je dire ça quand tu sais là ça c'est là il y a que la bonne tout comme dans un truc là dans un truc ça on n'a pas besoin de carrer là il y a donc, effectivement, nous pouvons comme temporairement apaiser donc, ces constructions mentales, je la précise, les plus grossières. Néanmoins, il faut vraiment s'attaquer à la série de soi.